Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout Trail. Cette semaine, je reçois un invité que j'ai reçu, on va dire récemment, mais pas si récent que ça, François Lalonde. Je t'avais reçu au mois d'octobre passé, on avait jasé de muscu, on avait jasé d'un paquet d'affaires parce que tu es un paquet d'affaires aussi. Et aujourd'hui, on recommence avec un paquet de sujets qui sont un peu prédéterminés, un peu pas. On va voir où est-ce que la vie nous amène. Comment tu vas, François? Hey, ça va très bien. Je suis vraiment en forme aujourd'hui, mais je suis vraiment content aussi d'être de retour avec toi. J'avais vraiment apprécié là, notre dernière discussion. Ouais, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis, on avait parlé, tu sais, un petit peu de toi. On refera pas ton pedigree au complet, mais tu sais, t'es kinésiologue, t'es ostéopathe, t'as beaucoup de diplômes, là, tu sais, là, t'as un doctorat en physiologie de l'exercice. Fait que dans le fond, tu es un gars plein de ressources. Puis l'idée, c'est un peu de jaser de toutes ces affaires-là. Puis j'ai ciblé une couple d'affaires que je me disais, ça, je pense que ça serait intéressant. C'est des questions qu'on se fait poser quand même fréquemment sur. On a un groupe pour chaque session de club où est-ce que les membres peuvent poser leurs questions. Puis, de ce sujet-là est revenu récemment. On parlait des zones d'entraînement, on parlait des zones d'effort, comment mesurer ça, les tests de lactate, les affaires. Puis là, bref, aujourd'hui, on parle de ça. Ah bon, écoute, c'est En- un sujet passionnant. Entre autres choses, on va part avec ça. En fait, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on s'est connus via ton ami Julien. Quand on préparait la traversée des Montérégiennes, on s'était rencontrés pour la première fois. Tu avais ton chapeau de cofondateur de la Fabrique d'athlètes. Oui, tout à fait. Puis, c'est un peu ça que vous faites. Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de ça? C'est quoi ça, la Fabrique d'athlètes? Ouais, ça. Bon, ben, tu sais, pour faire un amont, je suis quand même, tu sais, en ce moment, tu sais, je suis quand même professeur à l'UQAM à temps plein. Je disais que ça, c'est ma première job. Fait qu'effectivement, J'avais oublié, excuse. il n'y a pas de problème. Parce que c'est vraiment ça ma vraie job au bout de la ligne. Mais effectivement, fait que la fabrique d'athlètes, écoute, c'était un projet, justement, au départ, qui était un peu à la croisée des semaines, dans le sens que si ma carrière universitaire ne marchait pas, là, j'aurais pu mettre toutes mes œuvres dans la fabrique de l'athlète, mais malheureusement, pour la fabrique de l'athlète, c'est pas ça qui est arrivé. C'est là, les opportunités universitaires ont déboulé. Donc, ça pour dire que là, j'étais avec mes partners dans la fabrique de l'athlète. Puis, tu sais, l'idée avec ça, c'était quand même de démocratiser, justement, le testing, si on veut, physiologique surtout, et à l'effort pour les athlètes amateurs. Fait que, c'était surtout ça. Mettons qu'on se donne une petite idée. Là, l'idée, c'était de faire éventuellement un genre de d'INS pour athlètes amateurs. Donc, vraiment démocratiser les tests, mais aussi d'amener une perspective santé au-delà de la performance. Fait que, grosso modo, là, je dirais que c'est un peu ça la fabrique. Fait qu'on offre en ce moment différents tests, dont on a un chariot métabolique, un COSMED, on a les tests de lactate. Donc, ça, c'est vraiment le gros kit. Fait qu'on peut le faire sur des tests de tapis roulant, on peut le faire des tests sur vélo. Éventuellement, là, on regarde là, si on le fait sur d'autres appareils également. Fait que, ça, je dirais que c'est la base clinique. Puis on joint à ça souvent, des évaluations fonctionnelles. Fait que, moi, j'ai aussi fellow du Functional Movement System. Donc, j'inclus là-dedans des tests là, du FMS et toutes ces affaires-là à la composante, là, si on veut, plus physiologique. Là. Donc, grosso modo, ça nous fait un petit portrait là, global de chaque athlète amateur, même de tout niveau qui vient nous rencontrer. Là. Puis mettons, pour un athlète amateur, c'est quoi l'intérêt de ça? Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire un test de lactate? Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire des tests fonctionnels? C'est quoi l'outcome de ces tests-là? Ouais, ben, tu sais, si je dirais, si je partais avec la question la plus simple là, des tests fonctionnels, ben, tu sais, c'est un peu comme, j'imagine, quand ils vont te voir en physio, là, tu sais, grosso modo, tu veux voir, hey, y a-tu des patrons de mouvement qui peuvent provoquer de la douleur, oui ou non. Fait que, tu sais, on permet un peu de screener. Fait que des fois, justement, ça permet de référer en physio plus facilement. Bon, puis des choses comme ça. Puis à travers ça, c'est sûr, si on creuse, ben là, on essaie d'identifier, bon, j'ai-tu des choses à travailler en termes de stabilité, de mobilité, de contrôle moteur, etc. Là. Fait que, un peu, ça donne une petite piste d'orientation pour la suite, là, Je disons. fais une parenthèse de professionnel à Ouais, vas-y. professionnel, probablement que le monde qui nous écoute s'en contre-torche, mais moi, ça m'intéresse de savoir c'est quoi c'est quoi que tu as à dire sur ça? Parce que, tu sais, les tests fonctionnels, c'est cool, on recherche un peu, tu sais, de la symétrie, Ouais. on recherche
presque de la perfection. Ouais, Mais exact. est-ce que le fait de ne pas bouger de façon parfaite, c'est signe de problématique pour toi? Je penserais pas. Justement, ça, c'est une critique de ces tests fonctionnels-là. Tu sais, justement, ce sont des. Tu sais, surtout, tu sais, je suis très critique par rapport à ça, d'ailleurs. Tu sais, mettons, on prend des tests, ce que j'appellerais des tests fonctionnels standardisés, là, un peu comme le FMS et tout ça. Euh, bon, ce qui Puis est le fun, juste c'est pour donner comme une idée aux gens qui nous écoutent, qui ne sont pas du tout professionnels, qui savent ouais, aucunement de quoi qu'on parle, c'est quoi ces tests-là concrètement? ouais, bon, ben, grosso modo, si on regarde une batterie test du FMS, tu as un overhead squat, mettons, à faire. Après ça, tu as une espèce de hurdle step qu'ils appellent. Donc, tu prends un enjambé par-dessus une haie. Tu as une fente, mais les jambes alignées sur la même ligne. Après ça, tu as un test de mobilité d'épaule. Tu as un test de est-ce que tu es capable de stabiliser tout ton tronc en faisant un push-up. Tu as un test qu'on appelle aussi le Active Straight Leg Raise. Donc, on regarde un peu la mobilité des chaînes postérieures, es-tu capable d'engager les muscles, etc. pour ça. Et puis, il y a un test le plus compliqué que souvent le monde ont de la misère, c'est ce qu'ils appelle le rotatory stability. Donc, grosso modo, tu te mets en équilibre sur jambe droite, main droite, puis là, tu fais une double flexion, double extension avec le côté opposé en gardant ton tronc stable. Donc, grosso modo, c'est ça. Fait que, l'idée de ces tests-là, encore une fois, il n'y a pas une bonne manière de bouger. Puis, le problème avec ces tests-là, c'est justement qu'ils sont standardisés, donc ils ont des critères. Mais l'avantage, c'est que c'est comparable entre professionnels d'une fois à l'autre. Mais surtout, c'est de revenir à l'essence du test, c'est-à-dire est-ce que le mouvement crée de la douleur, oui ou non? Grosso modo, c'est un peu ça la question. Fait qu'après ça, c'est sûr qu'il y en a qui ont peut-être mis de surenchère sur ce genre de test-là, mais foncièrement, après ça, ces tests fonctionnels-là, on pourrait les reprendre tout simplement les adapter à une personne, là, tout simplement. Fait que ça te choque pas, toi, une personne qui aurait comme des genoux qui rentrent un peu par en Ah, dedans, puis le genre on va utiliser le terme compensation, entre guillemets, qu'on a tellement démonisé, ouais. ça te dérange pas, là. Si c'est symétrique, si ça crée pas de douleur, si. Exactement. Si la personne, c'est pas en lien avec aucun motif de consultation, de douleur, s'il n'y a pas de désir nécessairement de s'améliorer particulièrement pour ça, ou qu'il n'y a pas de transfert non plus possible à la performance ou à la prévention, c'est pas quelque chose qui justement qui me démonise, comme tu dis, qu'on démonise, puis qui, moi, me dérange aujourd'hui. À une certaine époque, c'est vrai qu'on avait une culture de j'appelais ça, on était la police du transverse, là, même, on est la police du genou à bonne place. Oui, Mais j'aime ça ce que tu je dis. pense qu'il y a toutes ces affaires-là, puis on va en parler même dans les zones, c'est que je pense que, il n'y a pas d'absolu, dans le sens que, à un moment donné, le pendule va d'un bord, là, il revient au milieu. Fait, je pense qu'il y a une pertinence à ça, mais est-ce que là, est-ce que le discours devienne nocicepteur pour la personne ou que la personne le voit comme « Ah, mon corps ne fonctionne pas bien », tout ça, ben, c'est là que je trouve que ça devient dangereux, entre guillemets, là, dans la compréhension des gens. Là, Faut quand même peut-être mettre un petit bémol là-dessus. Faire ces exercices sur le sens du monde, c'est une bonne idée, la gang, là. Oui, parce que c'est ça, au bout de la ligne, c'est un peu la discussion qu'on avait l'autre fois, c'est que finalement, ton exercice global, non spécifique, a quand même tellement de bénéfices santé que tant mieux si ça a un impact fonctionnel en plus. Là. Mais Mhm. grosso modo, c'est que, je veux dire, que tu fasses ton squat et que tes genoux ne rentrent pas bien, mais ça reste que métaboliquement, ton corps travaille. Alors, c'est ça qui est quand même important au bout de la ligne. Donc, il y a différentes sphères, là, tout ça. Puis je pense que l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on en fait. Puis après ça, ben, la surenchère d'exercices de mobilité au détriment d'exercices plus global, je me pose la question, est-ce que c'est ça qui est le mieux pour la santé des gens? Je sais pas. Dans le sens où on ferait trop de mobilité, d'étirement, de trucs comme ça au profit des exercices de renfort ou? Ben, oui, ben, dans un sens, dans le sens que, on le sait avec la science maintenant, que les exercices plus de renforcement, ont quand même associé à des bénéfices, notamment, prévention de sarcopénie, l'ostéopénie, aussi certaines maintenant diabète de type 2 et toutes ces choses-là. Fait que c'est sûr que s'il n'y a pas le stimulus assez fort qu'on peut aller chercher avec un exercice de renforcement, donc un stimulus plus faible qu'on pourrait retrouver dans un exercice simplement d'étirement, ben à ce moment-là, peut-être qu'on passe à côté de ce bénéfice santé-là. C'est la question que je me pose. Mais encore une fois, ce que je dis là, c'est pas en absolu. Là. Je dis pas que faire des étirements, c'est pas bon. C'est pas ça que je dis. Mais je vais juste prendre ça dans considération dans ma réflexion là, quand je fais une recommandation, effectivement, en exercice. Puis mettons, faire des exercices d'étirement, c'est-tu bon?
Ben écoute, ben, il faut toujours définir étirement. Là. Si on se dit étirement statique, genre je me prends le genou puis je jase avec mes voisins puis je tire mon quad, ben écoute, il faut que c'est bon ou mauvais. Là. Je crois juste, est-ce que c'est la chose la plus pertinente à faire, surtout s'il n'y a pas de problème de flexibilité d'identifier, parce que c'est sûr que ça demeure un exercice passif. Fait que c'est pour ça que ton exercice d'étirement, j'aime mieux l'amener en mobilité, donc une composante active dans ton mouvement, ce qui déjà, pour moi, est un petit peu un petit step de mieux, exact. Merci pour cet aparté. On va revenir à qu'est-ce qu'on disait. Puis là, moi, tu le sais, peut-être pas, mais fermer des parenthèses puis revenir où est-ce qu'on en était, c'est un défi colossal pour moi. Puis là, je pense que je me rappelle de ce qu'on parlait avant de partir sur cette parenthèse-là de test fonctionnel. Donc, vous faites ça dans cette optique-là, de déterminer comment est-ce que les gens y bougent, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut optimiser, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut corriger dans une optique de prévention de blessures, dans une optique d'augmentation de performance. Ouais. C'est ça, parce que, mettons, je te donne un exemple. Si je mets juste mon chapeau de physiologiste de l'exercice, ben, je m'intéresse, entre guillemets, juste à la physiologie de l'exercice. Je ne m'intéresse pas nécessairement à la mécanique. Fait que c'est là aussi l'idée de joindre ces tests fonctionnels-là, c'est là, ici, d'ajouter une composante ici qui serait un petit peu plus mécanique à mon contexte physiologique, ce qui m'amène après à dire que je vois mon patient beaucoup dans un mode bio, mais là, on ajoute aussi le mode psychosocial. Alors, OK, ben c'est qui ce patient-là d'un point de vue aussi psychologique, social, qu'est-ce que son sport représente? En fait, j'essaie vraiment là, d'avoir cette approche qui est un petit peu plus centrée sur la personne que juste une métrique physio ou une métrique mécanique. Là, un modèle de prise en charge quand même un petit peu plus complet aussi que juste physiologique, je pense. Oui, exactement. Fait que là, on teste tout ça. Après ça, d'un point de vue justement un petit peu plus physiologique, vous allez faire des tests de lactate. C'est quoi ça, un test de lactate? Ben, c'est parce que là, de grosso modo, je fais un pas en arrière. Fait, dans le fond, les tests physiologiques, c'est que dans le fond, l'idée, c'est qu'on veut, au bout de la ligne, deux choses. Un, estimer ton VO2 max. Grosso modo, je pourrais avoir un indicateur santé. Après ça, c'est d'estimer justement les fameuses zones d'entraînement qu'on va faire, donc l'intensité à laquelle on va s'entraîner. Donc, pour y arriver de manière plus précise, on choisit le type, dans le fond, d'outils qu'on va utiliser pour faire un test, c'est-à-dire soit le tapis roulant, le vélo, qui sont les plus classiques. Après ça, il faut déterminer un protocole. Donc, quel protocole va répondre le plus au niveau de la personne, de ses objectifs, puis qu'est-ce qui va après, comme physiologiste, va me permettre justement d'avoir des meilleures données pour extrapoler ces zones d'entraînement. Donc, en choisissant les tests, grosso modo, il y en a deux là, que je vois qui sont les plus communs. On a un test qu'on appellerait incrémenté, c'est-à-dire que là, on commence à une certaine intensité, que ce soit une vitesse en course à pied, et on augmente graduellement cette vitesse-là, par exemple, à chaque minute, jusqu'à temps que la personne atteigne son maximum. Donc là, son maximum, ça peut être simplement son échelle de bord 10 sur 10, par exemple, où il est juste plus capable. Puis c'est volontaire d'aller chercher ce max-là parce que c'est ce qui augmente aussi la validité du test. Donc, après ça, pour répondre à ta question, c'est que nous, quand on va faire ce test-là, c'est qu'on va essayer d'ajouter le plus de mesures physiologiques qu'on peut. Donc, il y a évidemment l'échangeur métabolique, que là, on va avoir l'échange gazeux entre la consommation d'oxygène, la production de CO2. Ça, le gros avantage de ça, c'est qu'on a une mesure quasiment à chaque seconde. Donc, pendant le test à l'effort, ça en dit beaucoup. Puis c'est ce qui nous permet après, on en parlera tantôt, de déterminer ce qu'on appelle les seuils ventilatoires. Grosso modo, on a deux seuils ventilatoires, qui est le seuil ventilatoire 1 et le seuil ventilatoire 2. Et en sport d'endurance, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de savoir, il est où ton seuil ventilatoire 1, du moins. Fait que ça, je dirais que c'est le vrai objectif des sports d'endurance, c'est de connaître ça, plus que ton VO2 max, en fait. Donc, ceci dit, l'échangeur métabolique va nous permettre de faire ça. Maintenant, on ajoute d'autres éléments de mesure. Évidemment, il y a la fréquence cardiaque, c'est un autre exemple. Et l'autre que tu viens de nommer, le lactate, qui, selon moi, en ce moment, est un petit peu overrated, un petit peu surpopularisé, dans le sens que quand je prends un lactate, là, grosso modo, dans mon protocole, c'est que je vais piquer sur le bout des doigts, je vais prendre un échantillon sanguin. Après ça, c'est de prier que la mesure va être bonne, parce que ce n'est pas toujours le cas. Puis après ça, tu as une mesure à chaque
1 minute à chaque 2 minutes. Tu comprends? Fait que si tu compares à l'échangeur métabolique que tu as à chaque seconde, c'est que ton degré de précision après pour l'interprétation est beaucoup plus slack. Puis, fait que c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu overrated. Par contre, on s'entend, là, c'est plus peut-être accessible, mais il faut quand même garder en tête que c'est invasif, là, se faire piquer. Là. C'est pas banal non plus. Moi, personnellement, je déteste ça. Là. Donc, mais bon, c'est ça. Fait que je sais pas si ça répond à ta question, là, mais c'est. Ouais. Fait que ça nous donne des données, mais après, on fait quoi avec Bah, ces c'est chiffres-là? exactement. Parce qu'il y a comme beaucoup de gens qui, justement, on s'est mis à faire ben, des tests de lactate majoritairement parce que je pense que c'est comme tu l'as nommé, c'est ce qui est le plus accessible. Parce que Ouais, faire exact. des tests de VO2 max avec, bon, le masque, tout ça, un, c'est quand même très coûteux, puis deux, c'est pas tout le monde qui fait ça. Fait que je pense que c'est beaucoup moins accessible que d'aller courir sur un tapis, je te pique le doigt, je te donne des Ouais. chiffres super rapport avec ça. Fait que là, il y a pas mal plus de monde qui ont accès à ces données-là, mais après, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais, c'est ça. Bon, ben là, fait que dépendamment de ta courbe de lactate, là, si on veut, là, l'idée après, là, ou de ton seuil ventilatoire, c'est de voir, bon, c'est quand mon lactate augmente au-delà de certains seuils, là, que ce soit 2 millimoles, 4 millimoles, etc. Puis là, l'idée, là, à travers ça, c'est de créer, entre guillemets, je vais mettre entre guillemets des seuils. En fait, dans toute la discussion et les débats à travers ça, je crois, c'est qu'un des problèmes, c'est que le mot ne devrait pas être seuil, parce qu'en réalité, c'est une plage. Tu sais, un seuil, c'est vraiment quelque chose que tu as un threshold. Là, tu sais, C'est après défini, telle là. affaire, c'est ça, c'est clair. Mais là, avec une mesure à chaque minute, pendant 12 minutes d'effort, j'ai un peu de misère méthodologiquement à me dire que c'est si précis que ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est l'homme de science qui parle, là. Hein? Ouais, là, c'est l'homme de science qui parle. Puis, tu sais, c'est des débats qu'on avait dans les années 80, puis là, qui reviennent à surface en 2026, comme quoi, que des fois, les modes reviennent. Là. Donc, fait que c'est ça. Fait que je dis pas que c'est une donnée inutile. Moi, je l'utilise plus comme. En tout cas, je le vois plus personnellement comme une valeur secondaire qui appuie mes données d'échange gazeux, qui, eux, sont beaucoup plus stables. L'autre inconvénient que je vois, surtout à course à pied avec le lactate, qu'on ne retrouve pas en vélo, c'est que souvent, dans les protocoles de lactate, c'est qu'on va arrêter le coureur pour le piquer. Bon, certains sont peut-être bons et sont capables de le faire en courant, là, mais dépendamment de l'opérateur, ben, ça crée quand même une petite pause qui est, dans ce genre de test-là, amène une petite marge d'erreur aussi supplémentaire. Là, donc, pour répondre à la question, l'idée avec ça, c'est quoi? C'est qu'on crée nos zones d'entraînement. Donc, les zones d'entraînement, c'est ta zone d'effort. Fait que, grosso modo, on peut surcomplexifier les zones d'entraînement ou qu'on peut les simplifier. Honnêtement, avec l'expérience, j'ai tendance à de plus en plus les simplifier. Fait que la question que je pose aux gens souvent, c'est ton modèle de zone, il est à combien? Dans le sens, c'est un modèle sur 5 zones, sur 3 zones, sur 6 zones, etc. Fait que, dépendamment de la réponse, là, les données physiologiques vont nous permettre de préciser, si on veut, comment délimiter chacune de ces zones-là. Parce qu'il y en a-tu un qui est meilleur que l'autre ou pas tant? Je trouve pas qu'il y en a un qui est tant meilleur que l'autre. Puis encore là, je dirais que au bout de la ligne, ça va être beaucoup coach, athlète dépendant. Là. Je sais que le système à 5 zones est très populaire. Là. Mais mettons, si je mets mon chapeau de scientifique, là, physiologiste des exercices, ben, je trouve que le système à 3 zones est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que j'ai mon seuil ventilatoire, j'ai mon VO2 max. Parfait, je me dis ça en 3 zones. Qu'est-ce que j'ai en dessous du seuil ventilatoire 1? Qu'est-ce que j'ai entre mon seuil ventilatoire 1 et 2? Puis qu'est-ce que j'ai entre mon seuil ventilatoire 2 et mon VO2 max. Donc là, ça me fait 3 zones d'entraînement très simples, faciles à déterminer. Puis aussi, pour un coureur qui est débutant, intermédiaire, beaucoup plus simple à gérer après en entraînement. Puis je vais même un petit peu plus loin, même pour les coureurs entre elles, ben, c'est encore une fois, je trouve qu'entre elles, on se facilite la vie comme ça. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Bon, ben écoute, on prend en compte ton opinion personnelle parce que je pense que tu sais un peu ce que tu dis pareil, mettons. Puis est-ce que, pour quelqu'un qui n'aurait pas ces résultats-là, ouais. C'est tout aussi valide, justement, comme parce que tu sais, on a quand même beaucoup utilisé les perceptions d'effort. Oui. Pour, justement, pour déterminer ces différentes zones-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore utile ou? Ben, plus que jamais, même. Ah ouais, hein?
Ben oui, parce que, tu sais, là, tout ce qu'on parle tantôt, lactate, tout ça, éventuellement, c'est des données très bio, là, je dirais, biologiques, donc, Ouais. tu sais, qui amènent une certaine réponse physiologique à l'effort. Mais, tu sais, chose que j'ai pas dite, peut-être qui pourrait aider aussi les auditeurs à se replacer, c'est que chaque, mettons, seuil ventilatoire ou chaque, mettons, seuil lactique, là, peu importe qu'est-ce qui va être calculé, est associé au bout de la ligne à une vitesse ou à un pace. Fait que là, l'idée, c'est quand même de traduire ça après concrètement sur, OK, ben quand j'ai ma montre, ça correspond à quelle vitesse. OK? Puis cette vitesse-là, si on prend le système de zones, pourquoi on parle de zones en réalité? C'est que l'idée d'une zone, c'est de superposer différents outils qui, en théorie, devraient être alignés. C'est-à-dire, mes zones 1, ben, je peux me référer soit à ma fréquence cardiaque, ma vitesse et ma perception d'effort. Puis si les trois concordent, ben là, entre guillemets, ma shot est bonne. D'où l'importance aussi justement de conscientiser les gens à la perception de l'effort, parce que c'est la seule donnée finalement subjective qui vient de la personne. Puis cette valeur-là est importante, puis c'est là que des fois, tu sais, ceux qui ont un mindset trop bio, ben là, tu sais, on n'est pas une machine, tu sais, il y a des journées qu'on va moins bien, il y a des journées pour X raisons, notre échelle de perception est plus d'effort. Fait que là, ça se peut que ta perception d'effort soit en zone 5, entre guillemets, tandis que ta physiologie soit en zone 2. À ce moment-là, c'est se poser la question, ben, pourquoi c'est comme ça? Puis ben, alors, finalement, je suis fatigué aujourd'hui, je suis stressé. OK, bon, parfait. Fait que là, c'est pas quelque chose de récurrent, mais après ça, on peut. L'idée, c'est quand même un peu d'amalgamer toutes ces données-là ensemble. Fait que c'est pour ça que quand on parle de zone, l'idée avec ça, c'est aussi que ça soit multi-outils. Donc, l'échelle de barre ici, de perception d'effort, que ce soit sur 10 ou sur 20, je crois que c'est encore une valeur qui est ultra, ultra, ultra utile, surtout en trail, surtout pour les longues distances, parce qu'avec l'expérience, ce que j'aimerais faire que quelqu'un, c'est que, tu sais, au bout de la ligne, c'est que, ah oui, tu as eu tes tests de physiologie, tu as ta montre, tu check, que tu associes ça à une échelle de bord, puis qu'à un moment donné, ben, si je t'enlève tous tes outils, ben, que tu es capable de t'auto-réguler juste avec ta perception. Tu comprends? Ouais. Ouais, ben je pense que c'est quand même intéressant de ce que tu apportes comme point parce que c'est beau avoir, tu sais, un entraînement qui est prédéfini, où est-ce qu'on va te cibler des paces précis selon une zone précise, puis que finalement, tu n'as pas dormi cette nuit-là, puis ton bébé il faisait des dents, puis que Exact. ta vie, c'est un peu de la merde, ben ton entraînement, ça va être un peu de la merde, mais pas nécessairement non plus si tu t'en tiens à ton ressenti, finalement. C'est sûr que tu vas pas tu vas pas chercher la même chose Non, c'est ça, d'un point exactement. de vue comme adaptation à l'entraînement d'après moi, mais je veux dire d'être capable de travailler quand que c'est pas 100% optimal, je pense que ça a un rôle qui est quand même intéressant quand on pense à ben, peut-être de la course de longue distance, tu sais, c'est qu'un moment donné, tu n'as pas 100% de tes facultés non plus. Fait que je pense que Exact. c'est Exact. intéressant de le faire aussi. Exactement. Puis après ça, tu sais, je pense aussi que tu soulèves un bon point, c'est que, tu sais, au bout de la ligne, tu sais, tes zones vont t'aider à orienter aussi selon ton objectif d'entraînement. Tu sais, si c'est un entraînement de récupération versus un entraînement d'intervalle, ben, tu sais, c'est sûr que de bien connaître tes zones va vraiment optimiser ton travail d'intervalle. Là, tandis que, tu sais, un job de récup, si, grosso modo, tu es à basse intensité, tu sais, même si je te confirme avec des zones physiologiques, on va juste confirmer quelque chose que normalement les gens seraient capables de quand même de s'auto-réguler aussi. Là. Donc, mais par contre, pour aller chercher justement la petite coche de plus pour aller chercher les bonnes intensités en intervalle, ça en vaut la peine. Autre chose aussi qui vaut la peine, c'est pour les longues sorties, que justement, là, ce fameux seuil-là là, à dépasser. Là, bon, parce que ce qui arrive après physiologiquement, c'est une espèce de dérive de consommation d'oxygène qui fait qu'elle augmente alors que c'est supposé être stable pendant longtemps. Donc, si on a cette dérive-là, ben, c'est souvent ce qui arrive au mur, un manque d'énergie, etc. Donc, souvent, c'est ça. Puis le problème avec les zones de lactate, souvent, c'est que ça peut facilement sur- ou sous-estimer cette fameuse-là. Puis si on prend ça pour du cash, ben là, on peut aller un bord ou de l'autre assez facilement aussi. Là. Je comprends. Tu penses quoi de ça, toi, la fameuse zone 2? Ouais, ben là, ben, tu sais, un peu comme on parlait tantôt avec les choses fonctionnelles, tu sais, je pense que c'est des modes. Hein? Donc là, en ce moment, je pense que la zone 2 est très à la mode. Puis encore une fois, la question. Elle est à la mode comme dans tous les sports, hein? C'est pas juste dans la course à Ouais, pied, ouais, ouais. là. C'est, J'arrive du gym, là, puis le coach, il m'a dit ça, là. Il dit, ah, demain, là, ça va être une journée en zone 2. Là. OK, parfait. Une journée en zone 2, pas de ouais, trouble. ben moi, je trouve ça, comme physiologiste de l'exercice, je trouve ça vraiment drôle comme mode, là, mais je comprends, par contre, tu sais,
le pourquoi ça en est rendu comme ça. Là. Je sais que Peter Attia, puis beaucoup de gens ont comme un peu glorifié ça. Puis même chose aussi dans la physiologie de l'exercice, on a beaucoup initié au San Milan, tout ça, qui ont quand même été des bons ambassadeurs de cette fameuse zone 2-là. Mais c'est-tu de la science qui a amené à triper sur la zone 2 ou même pas? Ben, oui, il y a des découvertes scientifiques qui effectivement ont été faites en zone 2, mais en même temps, cette science-là se fait dans toutes les zones. Je ne vois pas pourquoi la zone 2 serait plus étudiée soudainement que les autres. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais grosso modo, puis quand on parle de la zone 2, puis moi, ce qui me fait toujours rire, c'est un peu ce que je te disais tantôt. C'est une zone 2 sur quelle échelle? 3, 4, 5? Peux-tu me... C'est ça. C'est ça que les gens disent une zone 2, OK, mais sur quelle échelle? Sur mon échelle de 3 zones, de 2 zones. Fait que souvent, c'est la première question à poser au monde qui parle de zone 2. Là. C'est OK, mais c'est sur quelle échelle? Et après ça, qu'est-ce que tu veux réellement aller chercher ça? Puis encore une fois, il y a beaucoup de vieilles théories qui refont surface là, par rapport à ça, c'est-à-dire l'espèce de concept là, d'oxydation de lipides qui serait optimisé dans la zone 2, le développement mitochondrial qui serait optimisé. Mais tu sais, c'est comme des choses qui sont pas fausses, mais en même temps qui sont quand même aussi possibles dans les autres zones d'entraînement. Donc, c'est pas tant une particularité là, exclusive, là, je dirais, là, dans tout ça. Fait, comme je dis, il y a le pendule qu'il faudrait qu'il revienne. Là. Moi, par contre, l'avantage que je vois de cette mode-là de zone 2, et même pas d'un point de vue physiologique. En fait, le zone 2, c'est un peu un moyen de démocratiser le « hey, m'adapter au stress mécanique ». Ouais, ben moi, je pense que tu sais, moi, je trouve que l'avantage, il est clairement là, dans le sens où, tu sais, une zone 2, en théorie, tu es capable de rester là pendant toute la vie. Fait que je me doute bien que de l'adaptation physiologique, il n'y en a pas vraiment. Mais ça peut te Il y en permettre a un de peu, juste. exactement. C'est comme tu as un petit borderline qui Mais peut être. il doit avoir une ligne à un moment donné, là, dire que tu vas aller courir pendant 3 heures en zone 2. Je veux dire, après un certain temps, tu dois avoir atteint un maximum de capacité d'adaptation. Mais je dis ça, mais au niveau mécanique, c'est pareil. Là. Il y a quand même une ligne à un moment donné que ça vaut plus la peine. Là. C'est ça. Mais grosso modo, je suis d'accord avec toi. Puis c'est ça, ce que je vois que ça fait comme effet, c'est que ça force les gens un peu à se tempérer via cette mode-là. Donc, avec ça, ce que je vois comme conséquence, c'est qu'il y a une meilleure adaptation au stress mécanique pour certains, peut-être. Fait que ça, c'est une chose. Puis d'autres choses aussi, tu as des athlètes qui ont tendance à toujours être all-out tout le temps. Mais au moins, dans leur populaire, la zone 2, là, tu leur dis, là, il faudrait que tu ralentisses. OK. Fait que ça se vend mieux. Puis mettons une zone 1 versus une zone 2. Tu encore vois-tu un intérêt? Puis mettons qu'on se parle sur une échelle de 5 zones. Tu sais, pour ouais. répondre à ton critère. Là. On sait de quoi qu'on parle. Ouais. Écoute, pour moi, là, on tomberait dans un ultra détail de mesures d'échange gazeux mélangé avec du lactate qui donnerait quelque chose encore une fois, pas si précis que ça. Fait que si je te réponds à ta question purement physiologique sur un modèle de 5 zones, c'est que moi, je considère tout ce qui est en dessous du premier seuil ventilatoire comme étant, mettons donc, zone 1 à 3, quasiment équivalent d'un point de vue métabolique. OK. C'est quasiment, là, je dis quasiment. Puis quand je dis ça, c'est-à-dire que là, quand la personne va courir, c'est qu'elle va être à état stable. C'est-à-dire que là, elle va arriver à une vitesse, puis là, sa consommation d'oxygène va être stable pendant le plus de temps possible, en guillemets, tant que les réserves énergétiques sont faites. Donc, il y a une espèce de stabilité qui est là. Sauf que la petite nuance, c'est que plus tu es proche de zone 3, en guillemets, plus tu vas être proche de ton seuil, donc tu vas aller courir plus vite. Plus que tu es proche de ta zone 1, là, tu vas être un petit peu plus lent. Mais somme toute, c'est juste, ton intensité va juste être un peu moins dans ces 3 zones-là. Ça reste que dans les 3 cas, tu vas avoir une espèce d'état stable là, qui va être observé. Là. Fait que dans le fond, le fait d'avoir démonisé la zone 3 puis de dire qu'il ne faut pas aller là, c'est parce que tu n'as pas d'intérêt physiologique puis tu as comme un impact mécanique qui est plus grand, qui fait que tu te mets peut-être un peu plus à risque de te blesser. C'est un peu ça, j'imagine? Ouais, c'est ça. Parce que l'affaire là, c'est que si le plus que tu es proche dans ta zone 3, entre guillemets, c'est que là, tu te rapproches un peu plus de ton seuil ventilatoire. Donc, si ta zone sont pas super bien calculées, mais c'est facile de tomber après tu vas avoir une dérive aussi de consommation d'oxygène dans ta zone 4. Fait que, ta zone 3, c'est un peu comme une petite imprécision avec ça. Tandis que quand tu
vu que tu es en zone 2, ben, entre guillemets, tu t'assures d'être à cette bonne intensité-là. Puis ça, ceux qui sont défendeurs de ça, ben, évidemment, vont beaucoup mettre de l'avant le développement mitochondrial, que ça aussi, ça peut avoir un effet que ça augmente ton VO2 max, etc. Tout ça. Mais bon, ce qui n'est pas des choses fausses, là, mais c'est pas non plus comment je dirais ça, de la Pas une magie. vérité absolue, là. Ouais, ben c'est ça. Ça ne veut pas dire que les autres zones n'ont pas leur utilité, puis ça ne veut pas dire non plus que les autres zones ne développent pas les mêmes qualités. C'est ça l'affaire. Puis l'autre affaire aussi, c'est que quand tu prends un programme dans son ensemble, honnêtement, tu vas couvrir ton spectre de zones d'une manière différente. Puis l'erreur, souvent d'être toujours à basse intensité, ben, c'est se priver de cette haute intensité-là qui a d'autres bénéfices aussi. Là. Puis mettons qu'on s'en va là-dessus, de justement les entraînements à plus haute intensité, c'est quoi l'intérêt de ça? Bon, ben là, c'est sûr que là, ici, l'intérêt, mettons qu'on ferait ça pratico-pratique, ben comme je disais, tu sais, un des critères numéro 1 de la performance, puis là, quand je parle de performance, là, c'est pour monsieur et madame tout le monde aussi, là, c'est de repousser son seuil ventilatoire. Fait qu'évidemment, pour repousser ta tolérance au seuil ventilatoire puis de créer des adaptations, ben, il faut que tu t'entraînes au-delà de ça. Donc, évidemment, là, tu n'as pas le choix de dépasser ça. Alors là, la zone 2 ne répond pas à cette attente-là. Là. Donc, tu as différentes formes d'adaptation aussi là, qui se créent à ce niveau-là. Donc, ça tire un peu, là, si on veut, ton seuil ventilatoire, ce qui va permettre à terme, pour la même vitesse, de dépenser moins d'énergie plus tard. Donc, c'est là le gros avantage, là, je crois. Puis aussi, ben, évidemment, il y a des adaptations là, santé aussi qui sont propres à la haute intensité, là, mais bon, c'est d'autres choses. Mais encore une fois, ça répond un peu à l'augmenter son VO2 max, augmenter son seuil ventilatoire, qui sont toutes un peu des conséquences de ça. Là. Fait que dans le fond, toi, tu recommanderais d'intégrer combien de séances d'intensité par semaine, mettons, pour un coureur moyen qui a comme objectif de compléter son objectif à son plein potentiel en ayant du plaisir et en n'ayant pas nécessairement en tête de comme terminer premier. Là. Ouais. Ben, écoute, même pour tout le monde, hein, fait que, écoute, évidemment, la réponse va dépendre de la périodisation, de l'objectif, etc. Mais ça reste que, tu sais, moi, je me permettrais ça 1 à 2 fois semaine au moins, là, tu sais, parce que, puis encore une fois, tu sais, c'est bien dosé, c'est-à-dire que, tu sais, tu peux faire une séance d'intervalle, ça peut être simplement 4 fois 1 minute avec 3 minutes de marche, là, puis après ça, l'échauffement puis le retour au calme peut être en zone 2, justement, ou à plus basse intensité, mais au moins, tu as eu une petite période que ton stimulus était plus élevé. Après ça, bon, ton choix, c'est est-ce que ton stimulus, tu le provoques avec des vitesses sur le plat ou tu le provoques avec un dénivelé si tu fais de la trail? Bon, à vous de répondre à la question. Là. Puis est-ce que tu favoriserais plus des intervalles qui sont longs, des intervalles qui sont courts? Y a-tu des avantages à ces différentes séances-là? Oui, il y a des avantages, effectivement. Tu sais, c'est sûr que je favoriserais pour la majorité des gens qui ne sont pas habitués, c'est sûr, tu sais, des intervalles très courts de 30 à 60 secondes, tu sais, juste pour créer aussi une adaptation à ces efforts-là. Puis tout ça. C'est sûr qu'après ça, la question se pose, tu sais, c'est sûr que, tu sais, mettons, courir un 5 km là, versus un 60 km, ben, tu sais, bon, celui de 5 km, moi, je veux que sa tolérance à haute intensité soit meilleure. Fait que ce que je vais faire avec lui, c'est sûr, c'est à un moment donné, je vois un intérêt aussi à allonger les intervalles à haute intensité pour que aussi qu'il travaille ce confort-là. Tandis que quelqu'un qui fait de la trail, bon, là, je ne suis pas obligé d'allonger autant ces choses-là. Mais tu sais, on va se le dire, là, tu sais, garder quelque chose qui est proche du VO2 max, là, mettons, physiologiquement possible, on parle d'un intervalle de 6 minutes max, là, pour ceux qui sont habitués. Fait que c'est quand même, tu sais, fait que quelqu'un qui fait un intervalle de 6 minutes en une vraie zone 5, c'est tough en chien, là. Je comprends, c'est croustillant. C'est croustillant. Fait que, le 6 minutes, je ne le recommanderais pas à n'importe qui n'est pas habitué. Fait que c'est pour ça que je le fractionnerais en 30-60 secondes. Mettons, je ferais 4 fois 1 minute, par exemple, mais après ça, j'ajouterais des séries. Donc, je passerais à 5-6 séries de 1 minute. Après ça, je diminuerais peut-être un petit peu mon temps de repos. Après, j'augmenterais mon temps passé dans l'intervalle. Fait que, c'est différentes stratégies. Ce que j'ai trouvé sur le web pour... Merci, Siri. C'est ça, je peux montrer tout. Il n'est pas d'accord avec ce que je dis, je pense.
Siri fait dire que. OK, c'est bon, mais en fait, tu sais, ce qu'on comprend, c'est que si c'est pas nécessairement quelque chose que les gens font régulièrement, en fait, on peut se permettre d'en faire vraiment des plus courts, puis on va quand même avoir Oui, des adaptations qui sont très favorables, puis qui vont aller trigger la bonne affaire pour augmenter ton niveau 2 max au final. Là. exactement. Puis, tu sais, là, je peux te donner une analogie très, tu sais, qui frapperait l'imaginaire, dans le sens que quelqu'un qui serait en réadaptation cardiaque, tu sais, on parle de quelqu'un qui serait vraiment pas en forme, là, ben, dans son programme de rehab, il va avoir des intervalles. OK. Fait, tu sais, c'est ça, là, fait, tu sais, ça crée des adaptations. Fait, c'est pas quelque chose qui est réservé aux élites, là. C'est un peu ça mon message là, aussi. Là. Ouais, OK, je comprends. Dans ce sens-là. Mais, tu sais, évidemment, Je comprends. l'intervalle de la personne en rehab cardiaque va être toujours adapté à son niveau, là, on s'entend. Il va être supervisé, là, mais ça reste que, tu sais, ça peut faire partie aussi des modalités là, pour toutes les raisons qu'on a discutées, là, d'augmenter la tolérance à l'effort, VO2 max, etc. On avait parlé un peu la dernière fois que je t'avais reçu, François, puis tu sais, je te disais, moi, des intervalles, j'en fais pas, puis blablabla, là, je me vantais de ma façon de travailler, tu sais. Ouais. Mais est-ce que, justement, le fait d'aller travailler de la haute intensité dans d'autres sports, on a les mêmes adaptations d'un point de vue physiologique que si on les avait faites en course à pied? J'aurais tendance à dire que physiologiquement parlant, tu vas aller chercher ces adaptations-là, effectivement. Après ça, c'est des choses qui sont probablement transférables après la course à pied. C'est juste, après ça, l'idée, c'est d'aller chercher un peu aussi la spécificité de la course à pied, c'est-à-dire vraiment la tolérance de la course à ces intensités-là, qui des fois peut être aussi une forme d'inconfort en soi ou la manière que tu respires, etc. Donc, Ouais. mais physiologiquement, je veux dire, le moteur, les mitochondries, tout ça se développe, tout à fait. Mais par exemple, justement, comme tu l'apportes, la tolérance à l'inconfort dans la spécificité de la course, puis tout ce qui est adaptation mécanique aussi, qu'on parle Exact. un peu depuis tantôt, ben, tu ne l'as pas nécessairement si tu vas faire tes intervalles à vélo. Mais le point étant que si, parce que, tu sais, je veux dire, toi, tu n'en vois peut-être plus du monde dans ton bureau d'ostéo. Moi, je vois des gens dans mon bureau de physio à tous les jours qui Ouais. ont la chienne de perdre tout parce qu'on arrête de courir pendant une semaine. Ouais. Là, ça, c'est une crainte qui est un peu injustifiée. Là. Fait que là, je pense qu'ici, il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. Mm. Pour faire du désentraînement ou de perdre un peu nos acquis, ça prend plus qu'une semaine, là, voire des fois même, on peut aller 2, 3 semaines, un mois, c'est pas la fin du monde. Là. Par contre, si les gens sont si préoccupés par ça, ben c'est sûr que là, on n'a pas le choix de penser à des alternatives pour conserver cet acquis physiologique-là. Alors, c'est sûr, une blessure à la course à pied puis que le vélo fait pas mal, ben là, les intervalles, c'est sur le vélo, puis ça, c'est un no-brainer. Mais encore une fois, il faut que la personne adhère à ce concept-là aussi. Là. Mais est-ce que, tu sais, d'un point de vue scientifique, on est baqué puis on se dit, ouais, hors de tout doute, tu vas continuer à faire tes séances dans une autre activité, dans un autre sport, dans un autre contexte, puis ça va bien aller quand tu vas recommencer? Oh boy, j'essaie il me Ben, semble. tu peux enlever le hors de tout doute, mettons, là, parce que je comprends qu'il y a toujours un doute, mais. Ouais. Ben écoute, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas tant d'études qui ont étudié cette question précise-là. Écoute, c'est une bonne question, j'allais rechercher après. Mais tu sais, si on amalgame tout un peu ce qu'on pourrait voir avec les principes d'entraînement et tout ça, j'aurais pas tendance à penser qu'il y aurait une perte là, aussi rapide de déconditionnement. Là. Ben, puis, écoute, là, je te partage plus de l'expérience que vraiment de la science, mais moi, ce que je me rends compte, c'est chez les gens qu'on va arrêter ou que même on va juste diminuer parce que moi, je te dirais que c'est assez rare que je vais arrêter les gens. Puis quand j'arrête les gens, c'est une question de jour, généralement, à part si, bon, il y a des conditions qui demandent de ne pas mettre de mise en charge, là, c'est un petit peu différent, là. Mais mettons que tu ne te présentes pas avec une fracture, généralement, moi, en fait, dans ma pratique à moi, je vais continuer à faire courir les gens. On va juste moduler comment est-ce que les gens ils vont courir. Puis ce qui se passe généralement, c'est que quand on revient, ça marche mieux que ça marchait avant parce que mon constat, c'est que les gens sont fatigués.
Ben, c'est ça un petit peu aussi que j'ai. Ben, en tout cas, là, on va être on s'entend, là, là, on a une clientèle là, qui est déjà très active, puis on en fait plus que la moyenne. Là. Ouais. Mais effectivement, le problème avec eux, c'est ça, c'est de. Souvent, il y a une petite tendance peut-être au surentraînement de manière générale. Puis, Ouais. tu sais, il ne faut pas oublier que le repos, c'est une modalité d'entraînement en soi. Donc, tu sais, c'est sûr que les cas que tu me comptes là, clairement, c'est des exemples qu'eux auraient pu optimiser leur performance simplement sans être blessés, mettons, là, juste en mieux modulant leur repos. Là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, je pense que en fait, ça démontre quand même bien que la majorité des blessures de surutilisation, c'est souvent parce qu'on est Ouais. fatigué. Ben Tu sais, oui, il y a ça peut être un des facteurs de risque, tout à fait, tout à fait. Tu sais, il y a une question tu sais, d'adaptation au stress mécanique, mais tu sais, si je pense tu sais, à mes sportifs de longue durée qui sont pas nécessairement des débutants, Mhm. qui ont une bonne adaptation au stress mécanique de par l'historique qu'ils ont, moi, j'ai l'impression que souvent, sans nécessairement parler, tu sais, de surentraînement, ça peut être comme une fatigue qui est plus aiguë, qui va être comme Ouais. relative aux aléas de la vie du moment que tu vis. Tu sais, pas juste t'as Oui, oui, trop couru, puis c'est tout, tu sais. c'est ça. Des fois, c'est ce qu'on peut appeler, des fois, je crois, là, le terme, sans être du surentraînement en amont, c'est un petit peu de surménage fonctionnel, des fois, qu'on appelle. Mhm. Tu sais. Ouais. Ça se peut qu'il y a beaucoup d'athlètes tu sais, qui rentrent là-dedans. Tu sais, puis je le sais, parce que j'en ai vu beaucoup quand je coachais, puis moi-même, je suis probablement dans cette T'as catégorie. passé par là toi aussi, là. Je pense que c'est assez commun, là. Ouais, c'est ça. Puis, c'est là que je pense, des fois, de ramener le modèle biopsychosocial peut être intéressant. C'est-à-dire que, tu sais, biologiquement, il n'y a pas de raison de surentraîner hein, parce que, tu sais, on le voit, là, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus parce que c'est pas ça qui optimise les performances. Par contre, pourquoi la personne le fait? C'est parce que psychologiquement, ça lui permet de gérer le stress? Est-ce que c'est quelque chose il y a une identité qui est associée à son sport? Fait, tu sais, il y a ça à creuser. Puis l'aspect social, bon, mais est-ce que il voit-tu à travers ça des amis ou un club qui a l'impression de perdre un peu son appartenance aussi par rapport à ça. Fait, c'est là qu'il faut questionner peut-être ces aspects-là parce que d'un point de vue purement biologique, je veux dire, la récupération serait des fois à favoriser. Là. Ça serait quoi, mettons, tu penses, là, pour un sportif moyen qui fait comme, tu sais, qui s'entraîne, tu sais, sur une base quotidienne. Y a-tu un nombre de fois d'entraînement par semaine que tu dis ça sera un maximum à ne pas dépasser? Parce que, tu sais, mettons que je me mets dans le lot, là, je m'entraîne quand Ouais, même un peu à tous les jours. Pas ouais. nécessairement très long, pas nécessairement très, très intense. Moi, je me considère comme la reine des 20 minutes. Mais est-ce que tu penses que la journée de repos ou 2 journées de repos ou 3 journées de repos par semaine pourrait dire de quoi? Ça devrait être un absolu? Écoute, là, ce que je vais te dire là, effectivement, ça va être c'est des règles du pouce, des règles d'expérience. Là, on a cette discussion-là qui n'est pas nécessairement backée par la science, mais la règle du pouce dans une semaine, moi, quand je reçois, peu importe l'athlète que j'ai, que ce soit en rehab ou en coaching, là, j'en reçois plus beaucoup, là, ces temps-ci, là, remarque, mais c'est la règle d'une journée de repos, ça, pour moi, ça tombe un peu dans le non négociable que j'ai à gérer avec mon monde. Puis après ça, ils vont s'essayer. Ah, ben là, ça peut être juste du yoga. Oui, ben c'était exactement là que je m'en allais. Est-ce que, justement, le fait de quand tu cours, que tu vas faire une demi-heure de vélo, que tu vas aller faire une séance de natation, que tu vas faire un yoga, que tu vas faire une petite muscu, ça rentre pas dans une journée de repos, de ce que je comprends, là. Ben non, moi, une journée de repos, c'est une vraie journée de repos que foncièrement, tu peux aller marcher, là, ça va pour des déplacements, là, mais foncièrement, tu t'engages pas dans une activité physique planifiée. Là. Donc, ça, je pense que c'est une belle règle du pouce de manière très générale, encore une fois. Là. Puis, il y en a qui sont capables de faire 7 jours sur 7, là, mais bon. Après ça, l'autre notion que je voulais amener, c'est qu'il ne faut pas oublier que tout ça doit être quand même périodisé. Puis la périodisation, je l'utilise de moins en moins comme un outil de performance, mais comme un outil de prévention puis de rehab maintenant. C'est-à-dire que là, c'est quoi ton modèle? Là? C'est-à-dire, est-ce que tu as 2 semaines de build-up, une semaine de récup, 3 semaines de build-up, une semaine de récup? Donc ça, c'est peut-être une question à se poser. Fait que ta semaine de récup, là, tu sais que tu vas soit couper dans ton intensité, dans ton volume, puis même, est-ce que tu peux m'ajouter à ce moment-là une journée de récup supplémentaire?
Fait que, moi, j'aurais tendance à avoir ma règle absolue d'une journée par semaine. Puis après ça, c'est de voir, OK, c'est quoi ton cycle par microcycle, c'est-à-dire par semaine. Est-ce que j'ai 2-1 ou 3-1, puis que ma semaine de récup, qu'elle soit considérée sérieusement. Là. Puis ça, mettons, tu détermines ça comment? Parce que mettons qu'on s'adresse à ceux qui n'ont pas de coach, qui ne savent pas vraiment. La Ouais. périodisation, ça leur dit de quoi, mais pas. Ouais. Parce que là, ce que tu mentionnes là, c'est, dans le fond, c'est d'utiliser comme un tableau en forme de vague, mettons. Fait que, tu sais, tu as comme une augmentation de ta charge d'entraînement, puis après ça, tu es dans le creux de la vague. Fait que tu diminues. Puis après ça, tu recommences. Fait que là, tu suis un genre c'est ça, de modèle de vague, là, mais qui s'en va toujours un petit peu plus haut, qui permet de s'adapter adéquatement à l'entraînement, de récupérer, d'être efficace, de s'améliorer, blablabla. Là, tu nous as parlé, tu sais, 2 semaines de build-up, 3 semaines de build-up. Y a-tu quelque chose qui devrait être... En fait, c'est quoi qui détermine combien de semaines de build-up que tu devrais faire, madame? Ouais, c'est ça, je dirais que c'est là que c'est important d'individualiser. Il n'y a pas de recette pure et dure là-dessus. Fait que c'est pour ça que je vais beaucoup avec l'individualisation là-dessus. Je donne un exemple, j'ai fait un projet de recherche avec des athlètes amateurs pour le triathlon demi-Ironman qui se préparait, puis le modèle qu'on avait utilisé, c'est un modèle très conservateur, donc 2 semaines de build-up pour 1 semaine de récup. Avec des volumes quand même assez bas. Le max d'entraînement qu'ils ont fait, c'était genre 10 heures, là, 1 semaine de 10 heures d'entraînement, ce qui n'est pas tant que ça, là, pour ce qu'on peut voir. Ben, ceci dit, moi, je regarde après ça, si mon athlète, je le sens fatigué après 3 semaines, puis qu'il y a out à sa semaine de récup, ben là, je me pose la question, ça vaudrait-tu à peine qu'on devance? Fait qu'encore une fois, ça dépend comment les gens vont tolérer la charge d'une semaine à l'autre. Là. Fait que, moi, je trouve que le 2-1, là, avec expérience, je trouve que c'est ce qui a passé le mieux pour la majorité, là, avec du recul. Là. Mais encore une fois, il y en a qui sont un peu plus motivés, plus performants. Eux, le 3-1, ça convient aussi. Là, fait que ça dépend encore des gens. Là, parce que moi, tu vois, le 2-1, c'est pas quelque chose que j'utilise d'emblée, à part si les gens ils ont tendance à se blesser facilement ou justement, il y a comme beaucoup de fatigue qui s'accumule parce que les semaines sont costaudes. Ouais, exact. C'est quelque chose que je vais utiliser, mais je t'avoue, j'aurais pas pensé que dans le folklore populaire, c'était plus utilisé que le 3-1 pour dire quelque chose. Je pense pas que ça soit populaire, nécessairement le 2-1. Là. Le 2-1, c'est populaire pour moi, François Lalonde, peut-être. Là. Mais je pense pas que ça soit comme la zone 2. Là. C'est pas une mode. Non, c'est ça. C'est ça. Puis, je trouvais que dans mon expérimentation que j'avais faite scientifiquement, ça avait tenu la route. Puis j'avais eu si on reprend mon papier que j'avais fait par rapport à ça, le taux de blessure était très faible en plus. Puis non seulement ça, les gens ont complété leur événement. Puis tout ça. Fait il y a beaucoup d'avantages au 2-1. Puis j'utilisais aussi beaucoup le 2-1 dans un contexte de club. OK. Que j'avais pas à coacher un individu, mais une gang. Okay. Ça, je trouvais que ça fitait à mon 80%. Là. Évidemment, il y a toujours des outliers là, qui ça ne fit pas, là, mais mon 80% de 2-1, je trouve que même dans un contexte de club, j'étais le head coach de mon club de triathlon. Là, genre, je réunissais mes coachs de section, puis je disais, là, regarde, on prend le modèle 2-1. Puis, on a fait ça pendant plusieurs années, puis on a été très satisfaits de ça. Là. Mais encore une fois, c'est anecdotique aussi. Là, mais non, mais c'est quand même drôle que tu dis ça parce que moi, c'est quelque chose que j'ai observé beaucoup au club. Ça fait presque 10 ans que je coach puis que j'ai 4 sessions par année. Puis les nouveaux qui arrivent, généralement, c'est 3 semaines que ça prend pour qu'ils soient blessés. Ouais. 3. C'est ça, 3. Fait que maintenant, je le nomme, puis je le mentionne, puis je le dis. Puis en fait, c'est quelque chose que je me suis rendu compte dans ma pratique comme physio aussi, avec mes coureurs débutants. Généralement, ça prend 3 semaines de se blesser. Tu commences, au bout de 3 semaines, c'est fait. Ouais. Il y a comme une redondance dans le 3 semaines. Fait que je trouve ça quand même assez intéressant. Puis c'est pas efficace de le faire de cette façon-là. Aucunement. Le 2-1. Non, c'est ça. Le seul frein que je verrais au 2-1, là, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Là. C'est que, mettons, ce serait plus pour la catégorie de gens qui veulent vraiment, là, plus borderline haut niveau, là, un amateur de haut niveau, joueur élite,
bon, c'est peut-être pas la meilleure formule pour eux, là, mais eux, ils ont quand même un historique d'adaptation qui leur permet de faire un 3-1 de manière plus exhaustive, voire même que cette formule-là peut être modifiée en 3,5 dans le sens que ça peut être quelques jours. Là. Mais là, si on parle de monsieur, madame, tout le monde, débutant, intermédiaire, même amateur de pas peu de niveau, là, mais tu sais, le 2-1, je vois même pas d'impact néfaste à la performance tant que ça non plus. Là. Moi, c'est ça que j'ai utilisé. J'ai OK. fait ça de cette périodisation-là de 2-1 pour quand j'ai fait le Vermont-Sang l'année passée parce que j'étais blessée au genou, puis de mon genou, t'es juste pas capable de faire trois semaines de volume puis que ça se passe bien, tu sais. Fait que je l'ai périodisé de cette façon-là. Puis je pense que c'est une des plus belles performances que j'ai faites pour la simple et bonne raison que je suis arrivée là, j'étais pas toastée. OK. Bon. Fait que c'est un autre un N égale 1 qui me montre que c'est exactement. Mais tu sais, c'est quand même pas quelque chose que je suis portée à utiliser si couramment que ça, si ce n'est que pour la gestion des émotions de mes clients. Ouais, je comprends. Parce que l'affaire qu'il y a, là, ce que je me rends compte avec la limite de ça, c'est que souvent, surtout dans le contexte de club, c'est que là, quand tu arrives dans ta semaine de récup, ben là, le monde qui ont payé ou qui n'étaient pas là, qui sont pas assidus, puis là, qui arrivent dans la semaine de récup, là, ils ont comme l'impression là, qu'ils payent pour rien parce qu'ils sont pas torchés quand ils sortent de leur entraînement. Là. Ça, je dirais que ça peut être des fois un facteur limitant. Ou l'autre chose que je vois, ben là, c'est plus dans le monde du CrossFit, dépendant des gyms, c'est que là, tu arrives au CrossFit, ben là, c'est toujours dans le tapis. Fait qu'eux, ils n'ont pas de 2-1. Tu sais, leur semaine 1 de récup, on dirait qu'il est genre nul ou existant. Ouais, comme jamais, là. Ben, c'est ça. Mais sauf que là, en ce moment, tu sais, tu as une clientèle qui aussi est un peu en surentraînement, se blesse, etc. Puis c'est pour ça que les gens aussi ont de la misère à adhérer au CrossFit. Mais tu sais, si c'était périodisé un peu de cette logique-là, ben, je pense qu'on aurait plus d'adhérents, là, tu sais. Ouais, puis après, je pense que c'est toi comme individu qu'il faut que tu gères ça un peu, de cette périodisation-là. Parce que je veux dire, la prog du gym, moi, elle ne fit pas sur ma prog d'entraînement, puis d'objectifs, puis d'affaires. Fait que, tu sais, après, je décide d'aller WODer ou pas, tu sais, mais tu sais, c'est un peu la même affaire quand on fait partie, tu sais, d'un club de course. Tu sais, quand tu es dans ta semaine de récup, tu peux te permettre d'aller faire tes entraînements de club, mais comme, slack une gear, là, fais juste... Ben, c'est ça. Puis, tu sais, une semaine de récup, ça veut pas dire que tu fais pas non plus d'intervalle. C'est juste que... Non, c'est ça. T'as moins de volume, c'est tout. Là. Au lieu de faire 6-7, t'en fais 2 ou t'en fais 3. Mais tu sais, ça veut pas dire de tout couper, là, une semaine de récup. Là. C'est pas ça que ça veut dire. C'est juste que cette semaine de récup-là, il faut couper à quelque part. Là. Soit dans le volume, soit dans l'intensité, soit les deux, ou soit que tu ajoutes une journée de récup. Là. C'est un peu ça que ça veut dire, là, le message. Là, Merci. Ou même dans le dénivelé, si on est dans le cas des trailers. Ouais. La semaine de récup est quand même importante. Là. Ben oui, surtout si tu veux vraiment créer une habitude de vie puis t'entraîner sans te blesser, là, c'est un bon modèle. Là, je veux dire, à considérer, là, encore une fois, là, à individualiser selon les gens, là, mais ouais. Mais ça ramène un peu à ce qu'on avait parlé, tu sais, au mois d'octobre, tu sais, ton fameux, tu sais, cadre justement de santé globale, tu sais, ça rentre un peu là-dedans, là, de pas être complètement cuit de ton sport. Je pense que ben non, mais c'est ça, parce que c'est aussi valide que le 150 minutes d'activité physique à intensité modérée qu'il faut que tu fasses par semaine. Là. C'est ça. Puis là, tu sais, quand on tombe avec des athlètes un peu comme notre auditoire, ben, tu sais, le 150 minutes d'activité modérée à élever, bon, je pense que tout le monde le bosse. Peut-être pas le 2 fois le muscu, par contre, ça qu'on avait discuté l'autre fois. Mais... Hey, mais moi, là, pour de vrai, là, on retapons sur ce clou-là, puis on va redonner les lettres de noblesse à tous ceux qui ont écouté ce podcast-là. Puis ceux qui ne l'ont pas fait, pesez sur pause, allez l'écouter. Mais moi, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à changer leurs habitudes suite à cet épisode-là, à utiliser la formule de snack de muscu. Ça, je trouve ça exceptionnel. Puis c'est quelque chose que je partage à mes clients souvent. Wow. Eux autres qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, là, ben, je leur dis non, tu fais un snack. Puis ça le fait. Le monde adhère vraiment beaucoup à ça. Puis, hey, 2 fois de muscu par semaine, là, c'est quand même pas la mer à boire, là. Puis, ça m'amène à te questionner parce que moi, j'ai une opinion là-dessus, mais toi, t'en penses quoi? Tu sais, là, les gens qui arrivent de d'autres sports. Oui. Tu sais, les gars qui ont joué au hockey pendant toute leur adolescence. Les filles qui ont fait de la gym, qui sont comme
Tu sais, ces gens-là qui étaient super en forme dans un cadre qui était tout autre que de la course à pied, qui Ouais, commencent à courir là, qui, au bout de 3 semaines, se blessent. ouais, classique. Oui. Comment t'es gères, toi, ce monde-là? Tu leur dis quoi à ce monde-là? Eh boy. Ben, tu sais, c'est sûr, souvent, c'est des. De ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est souvent c'est un retour au sport aussi, qu'il y a une période de sédentarité, là, Même peut-être. s'il n'y a pas de période de sédentarité, moi, tu vois, j'en ai vu un hier. Hier. OK. J'en ai vu un hier. C'est un nageur qui a commencé à courir. Il est parti comme si, tu sais, puis tu sais, on se comprend, là, on est dans zéro adaptation mécanique de course, là. Zéro plus une barre. Puis Yeah. que là, on tombe à un sport à impact répété. Puis, il a quand même toffé plus que 3 semaines. Lui, ça a plus été 3 mois. Mais quand même, il n'était pas adapté pour qu'est-ce qu'il faisait. Il s'est mis à faire du volume en innocent parce qu'il a la capacité physiologique de le faire, il a la Ouais. capacité musculaire de le faire, mais il n'y a aucune adaptation mécanique pour faire le sport qu'il est en train de pratiquer. Toi, tu gères ça comme à ce monde-là? J'aime ça, cette question-là. Justement, tu me fais penser. C'est rare, je fais de la clinique, j'en ai fait cette semaine. Puis j'ai eu un cas, comme tu dis, mais c'était pas un nageur, moi, c'était un cycliste qui a commencé à courir. Puis tu sais, il faisait du ultra en cycliste. Mais écoute, il se blesse en même pas 6 kilos de course, là. Mais tu sais, pour répondre à ça, c'est pas facile parce que là, eux, il faut qu'ils prennent conscience que oui, soit qu'ils ont une bonne adaptation soit de VO2 max ou même de musculaire s'ils viennent des sports comme le hockey et autres, là. Mais c'est que l'adaptation, malheureusement, à la course est pas là. Encore pire pour des nageurs ou des cyclistes, là, selon moi, parce qu'eux, c'est encore moins d'impact mécanique que peut-être un joueur de foot. Là, mais ça reste que, tu sais, il n'y a pas cette adaptation-là à faire. Fait, il y a beaucoup de déconstruction. Puis avec eux, ce qui est tough, c'est qu'eux, ils aiment ça performer, ils aiment ça. Ils ont un background qui sentait bien, mais ils ne vont pas retrouver à travers la course cette sensation-là de plaisir qu'il y avait parce qu'ils sont limités rapidement avec des blessures. Alors, effectivement, c'est pas des cas faciles à gérer. Fait que ça, c'est beaucoup de gestion. Puis c'est là que j'essaie souvent, vraiment, des fois en creusant très fort, de trouver un side project avec eux qui, là, vont pouvoir se défouler puis que, faire un entraînement qui est à la hauteur de leur espérance, mais en leur disant qu'un jour, ça va arriver à la course, mais il faut qu'on se donne le temps. Puis ça, c'est le temps, ben, c'est ce qui est le plus difficile des fois là, pour les gens à accepter comme concept, malheureusement. Là. Fait que, effectivement. Fait que, tu sais, je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui portent ce chapeau-là, là, qui portent cet odieux chapeau-là, parce que les Ouais. pauvres, tu sais, c'est tannant quand même de dire que tu es capable de le faire, tu sais, tu as la capacité métabolique de le faire, tu n'es juste Oui. pas, t'es pas adapté. Mais ça se bâtit comme n'importe qui commence une activité qui va commencer de la course à pied par un programme Ben, c'est fractionné, ça. de l'alternance marche-course, puis aller te cochonner dans d'autres choses qui ne te demandent pas d'impact mécanique, où est-ce que tu vas comme peut-être aller chercher la haute intensité que tu as besoin pour te sentir bien, Ouais. mais te permettre de t'adapter graduellement puis pas te blesser. Ben, c'est exactement ça. Fait que c'est ça. Puis la particularité de la course, c'est que, tu sais, on peut commencer à courir demain matin puis y aller en out pendant une couple de semaines, comme tu dis. 3. Il y a une couple de. Ouais, c'est ça, c'est 3 semaines. Fait ça. Fait que, tu sais, ça peut donner une fausse. Un faux sentiment que c'est correct. C'est ça le problème. Tu sais, puis je te donne un exemple contraire. Mettons, on prend un coureur là, qui n'a jamais nagé, puis là, lui, demain matin, il décide d'aller commencer à nager. Mais guess what? Après 25 mètres, il va tellement avoir envie de dégueuler parce qu'il n'est pas efficace mécaniquement qu'il ne pourra pas outrepasser son stress mécanique. Mais en course à pied, ben, il va l'outrepasser parce que... fait que c'est ça. Ouais. Puis, est-ce que, justement, le fait, parce que ça m'a fait penser à une situation à la retraite de printemps qu'on vient d'avoir, où est-ce que je parlais de ça, tu sais, de l'intégration de la muscu dans son entraînement, puis de l'importance de le faire. Puis un des gars qui était là, tu sais, qui m'a posé la question, tu sais, mais c'est un très bon coureur, c'était un ancien fondeur. Fait que, tu sais, c'est comme si il est capable, mais mécaniquement, il est pas capable. Puis j'ai dit, d'intégrer de la muscu à ton affaire, ben ça va quand même vraiment beaucoup t'aider aussi. Ben, c'est ça, tu sais, puis exactement, puis je pense que le message est bon, puis c'est toujours de vendre aussi le message un peu comme on discute depuis le début, puis la dernière fois, c'est au-delà de ça va aider, c'est quand même bon pour la santé là, aussi, là, de manière globale. Fait que, tu sais, si les gens peuvent comprendre ça,
puis adhérer au principe, ben déjà, c'est un bon pas de fête, là, aussi, là. Fait que la muscu 2 fois par semaine. Ouais, ça, c'est la recommandation On le fait. On le fait. ouais. C'est ça, Exact. exactement. François Lalonde a dit on le fait. Oui, plus important que se brosser les dents, qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. Puis on avait aussi dit que les dentistes n'étaient pas d'accord avec nous, mais on a décidé de faire fi de leurs recommandations. Exactement. J'aime mieux puer de la gueule puis faire de la muscu. Quand on a à choisir, mais garde. Exactement. Je pense que c'est négligeable le temps que ça prend pour se brosser les dents. Mais bon. Mais un Hey, flac moi, de muscu j'ai. aussi. T'as raison. T'as raison. Il n'y a rien qui empêche de faire les deux en même temps. Hey, puis tu sais quoi? Mon patient, je te parlais, là, ben, c'est exactement ça qu'il fait. En se brossant les dents, il fait des espèces de step down. Moi, j'ai une réserve avec les activités sur une jambe, avec une brosse à dents dans la bouche, mais Ouais, garde. ben, ça, c'était son choix. Mais bon, c'était pas ma recommandation, mais c'est ce qu'il m'a dit qu'il faisait. Mais c'est quand même une bonne façon, tu sais, de l'intégrer. Puis tu vois, moi, dans une optique de ça, j'ai même laissé un bossu dans le coin de mon bureau en me disant peut-être que si je l'ai proche, je vais l'utiliser. Fait que voilà. François, avant de te quitter, là, j'ai une question. Puis là, je sais pas si tu vas avoir une réponse pour moi, mais clairement qu'une piste de solution, peut-être. Dans les dernières années, on a commencé à parler, tu sais, de fatigue du système nerveux central à l'entraînement. Ah oui, on vient d'ouvrir une porte. Parle-nous-en. Oh mon Dieu. Ben, écoute, curieusement, la fatigue du nerveux central à l'entraînement liée genre à la perte Tu sais, à trop, à comme certains types d'entraînement qu'on pourrait faire qui sont taxants, oui, physiquement, mais comme que mentalement, c'est difficile. Je te fais je te partage encore une anecdote personnelle. OK, vas-y. Dans les derniers mois, tu sais, j'ai augmenté ma fréquence de gym. Ouais. Je cours pas nécessairement moins, mais je gym plus. Ouais. Puis, quand que je vais au CrossFit, ben, je suis la prog du box, tu sais. Fait que, je veux dire, je fais 3-4 watts par semaine. Puis là, récemment, je me suis rendu compte, mais je suis plus capable de descendre. Quand je cours, là, je sais plus où mettre mes pieds. Okay. Puis ça, c'est le genre d'affaire qui m'arrive après, mettons, après un 100 miles. Tu sais, le temps que, justement, je retrouve comme un genre de cerveau qui voit clair, là. Ouais. Mais là, je file comme ça maintenant. Mon dernier 100 miles, ça fait 2 ans. OK. Fait que ça n'a pas rapport. Fait Ouais. que là, je me questionnais, tu sais, c'est quoi qui occasionne ça? Fait que là, tu comprendras bien que là, j'ai analysé tout ce que je fais dans ma vie. Puis là, je me dis, ouais, sais-tu, peut-être que blablabla, tu sais. Fait que là, j'amène des changements, puis je fais des affaires pour que ça arrête. Mais ça, t'as-tu un avis là-dessus? Écoute, je suis peut-être pas assez pro là-dessus. Je sais que Grégoire Millet, il fait beaucoup des papiers sur ça, là, le principe de la fatigabilité, là, surtout chez les athlètes d'endurance et tout ça. Là, fait que je pense qu'il y avait une couple de... On pourrait faire une petite recherche peut-être pour arriver à une réponse plus intelligente la prochaine fois. Mais c'est sûr que si on parle de fatigue neurale, tout ça qui revient, neurologique qui revient beaucoup, ben, c'est souvent associé un peu à justement des entraînements de muscu là, avec des grosses charges. Là, fait que souvent, ça, c'est des... comme... en tout cas, tu veux savoir ce que je veux dire. Mettons, tu fais vraiment un vrai là, entraînement de force, genre du 1 à 4 RM là, à genre 6-10 reps. Ouais. Puis tu prends des gros repos, tout ça. Mais ça, là, écoute, ça paraît anodin, là, mais calvaire, ça peut te prendre là, quasiment sur 72 à quasiment une semaine de temps là, après. Mais tu sais, c'est pas une fatigue comme on est habitué comme quand on revient de la course à pied ou qu'on est. Non, c'est ça. Exactement. Ça fait que ce genre de fatigue-là, que je qualifierais plus peut-être d'une sensation là, de fatigue neurale, là, si on veut associer à ce genre d'entraînement-là. Bien évidemment, a ses conséquences après sur tout le reste, mais sauf que c'est sournois, je trouve, parce que c'est comme si on n'est pas habitué à ce genre de fatigue-là. Ben, ça se repose comme athlète d'endurance. Surtout comme athlète d'endurance. Oui, ben, tu sais, c'est pas genre, je vais faire une sieste, puis ça va être correct. Je vais Non, prendre un café, puis ça va être correct, tu sais. Mais c'est comme ton acuité qui est comme plus bonne.
C'est ça, il y a quelque chose à explorer là-dedans. J'aime ton hypothèse, je vais y penser. Peut-être pour Hey, notre prochaine conversation. on se fera un épisode là-dessus sur Ouais, la parce qu'on n'a pas parlé face. de thérapie manuelle non plus, fait qu'on pourra merger T'as ça. raison, ouais, on avait dit qu'on en parlerait, mais là, écoute, moi, j'ai encore du temps. Je sais pas si toi, t'as encore du temps. Puis je Ben sais pas ouais. si t'as long à dire là-dessus. C'est surtout ça. Ben, non, ben tu sais, moi, c'est parce que là, tu vois, il y a un cours à l'université qu'on a développé, là, ça s'appelle Ostéo du sport, justement, là, puis tu sais, la première question que je pose au monde, c'est c'est quoi votre opinion sur la thérapie manuelle / sur les performances sportives, là. Fait que ça, c'est un peu la question qui tue, là. Ouais, c'est ça. Puis ça m'intéresse. C'est quoi la bonne réponse à ça? Ben, j'ai pas de bonne réponse. Évidemment, là, il y a des publications scientifiques qui vont venir nuancer le propos, là, mais si tu y penses, là, grosso modo, il n'y a pas personne qui se dope à la thérapie manuelle aux Olympiques. En tout cas. Je pense pas. Mais ceci dit, encore une fois, c'est de nuancer le propos. Puis quand on parle de performance, c'est là un peu le piège de la question, c'est-à-dire quel déterminant de la performance que tu veux parler et pourquoi. Bon, après ça, c'est quelque chose qui soutient la prévention de blessures, qui soutient la mobilité, qui, elle, peut être après devenir une forme de déterminant. Tu comprends? Fait que l'idée, c'est un peu de voir là, à travers ça qu'est-ce qu'il y en est réellement, mais de faire l'amalgame rapide. Je fais de la thérapie manuelle, automatiquement, ma performance sportive augmente. Ça, c'est un peu une prémisse là, qui, je pense, qui est à reconsidérer là, puis à recontextualiser là, aussi. Fait que ça, tu vois, c'est le genre de réflexion là, qu'on se fait là, souvent. Mais tu vois, ça loupe quand même avec tes tests fonctionnels du début. Exactement. Dans le sens où si tu as des restrictions mécaniques, tu as des restrictions articulaires, tu as des restrictions d'un point de vue souplesse musculaire qui t'empêchent de bien réaliser un mouvement, ben c'est sûr que si tu fais de la thérapie manuelle là-dessus, fort est à parier que ça va t'aider pour retrouver un mouvement qui est plus harmonieux, qui est plus adéquat, qui va être plus efficace. Ben, c'est ça. Puis c'est là qu'il faut un peu refaire toute la chaîne. Dans le sens que moi, ce que j'appelle dans le cours, c'est de la table à la vie active ou de la table, dans ce contexte-là, à la performance. Mais tu sais, Ouais. de ton geste sportif, fait que de ton évaluation de coureur, après ça, tu fais un entonnoir, tu fais ton évaluation fonctionnelle, après tu vas faire ton évaluation locale. Fait que, après ça, est-ce que la thérapie manuelle locale versus ton exercice local vont après remonter la chaîne jusqu'à ta performance? C'est un peu ça qu'il faut se poser comme question. Si la réponse est oui, ça se peut que la réponse soit oui, mais ça, il faut le spécifier. Après ça, il y a d'autres éléments qui sont associés à la thérapie manuelle qui peuvent augmenter la performance. Je nomme notamment juste, écoute, peut-être que l'athlète, ça y crée un bien-être, finalement, il dort mieux le soir, donc il récupère mieux, donc ça augmente sa performance. Fait, c'est un peu de voir c'est quoi l'effet que ça a sur son athlète. Puis après ça, on parlait de périodisation, mais quand j'ai un athlète, c'est quand que je périodise ma thérapie manuelle par rapport à ses entraînements, par rapport à sa compétition. Si je fais-tu la veille, je fais-tu 48 heures avant? Encore une fois, les petits mondes ils répondent différemment. Fait que, tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Évidemment, les réponses ne sont pas toutes claires, là, sont en train, un peu, encore une fois, à individualiser. Ben, c'est ça. C'est de ramener un petit peu à OK, ben, on va prendre un pas de recul, on va essayer d'observer OK, c'est quoi les impacts concrets là, de ce qu'on fait par rapport à ça sur le bien-être général ou sur un élément de l'athlète qui va après résulter en une meilleure performance. Puis après ça, de la performance, évidemment, il faut déterminer c'est quoi le déterminant. Fait que faut-tu taper mieux ta balle au golf parce que t'es en thérapie manuelle? Peut-être pas. Je sais pas. À voir. Je trouve ça vraiment full intéressant. On dirait que j'aurais envie de le faire, ce cours-là. Il y a le fun. C'est vraiment le fun parce qu'on challenge évidemment beaucoup de préconçus et tout ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que la littérature scientifique, il y a un bel article qui a été sorti dans un journal de physio là, par rapport à ça, qui s'adresse à la thérapie manuelle. Mais tu sais, en ostéo, on serait dû pour une mise à jour, mais tu sais, à un moment donné, tout vient par merger, là, toutes les disciplines, là, physio, chiro, ostéo, par rapport à ça. Là, mais ça reste que, tu sais, après ça, ce qui est le fun, c'est que dans l'article le plus récent par rapport à ça, là, ça revient à notre discussion d'aujourd'hui, c'est que ta thérapie manuelle, finalement, fitterait dans un modèle de rendre les gens plus actifs à travers une périodisation, à travers des exercices de muscu plus global. Et après ça, c'est de voir comment ta thérapie manuelle, finalement, favorise ce cercle-là. Alors là, ça devient vraiment le fun. Là. Donc, hey, là, on est tellement ailleurs. Aïe, aïe. Ouais, Je suis comme fessée parce que tu dis, pour vrai. Ben oui, c'est ça qui est...
que je trouve fascinant, parce que là, finalement, au lieu de fermer des portes, de dire « Ah, ben là, la thérapie manuelle, ça marche pas pour le sport parce que la science ne le dit pas, blablabla », ben là, OK, parfait, OK, c'est beau, c'est comme principe. Mais là, après, on décortique, puis là, on peut voir « Ah, ben là, peut-être qu'il y a une portion de bien-être, peut-être que chez certaines personnes, ben finalement, ça les réconforte. » Puis ça en tout cas, tu vois, il y a beaucoup d'éléments là, à les considérer à travers ça. Puis je trouve que c'est vraiment le fun. Puis aussi, l'autre affaire, c'est le discours qu'on va avoir avec la thérapie manuelle aussi. C'est que, je te donne un exemple, mettons, t'es physio, tu t'en vas dans un événement de course à pied, t'es là la journée même. Fait que là, souvent, t'as des athlètes qui vont venir te voir avant leur départ. Mais là, si tu leur envoies un message avant leur départ, « Ah ouais, là, écoute, je t'ai trouvé de l'attention » ou tu utilises un langage là, old school, « Ah, ça, c'est déplacé » ou blablabla. Fait que là, ça crée une espèce de nociception qui peut après avoir un impact négatif sur la performance. Fait que c'est aussi de réfléchir à comment qu'on amène contextuellement, avec quels mots, notre langage en thérapie manuelle à la personne pour, au lieu que ça ait un effet nocicepteur, justement un effet plus réconfortant. « Hey, wow! Wow, je te sens prêt, je te sens en forme, là, ce qu'on fait faire aujourd'hui, ça va aider dans ton échauffement, après tu continues ton affaire. » Tu vois, fait que là, le discours n'est pas pareil, à moins qu'il y ait vraiment un red flag que là, bon, ça soit une autre histoire, là, mais évidemment, mais tu sais, grosso modo, tu sais, toutes les petites affaires, ah, ben là, t'as de l'attention là, ben là, est-ce que ça, c'est vraiment positif pour l'athlète? C'est des questions à se poser, là. Hey, je trouve ça hot, là. Ouais. Ça faisait longtemps, je pense que je m'étais pas sentie mobilisée par mon travail comme je me sens mobilisée maintenant, puis c'est même pas une farce. Ah oui, c'est vrai. Ouais, vraiment. Mais c'est que, tu sais, à l'université, on apprend justement, là, tu sais, la thérapie manuelle, puis comme pèse à telle place, dans telle direction, ça va faire tel mouvement, puis telle affaire. Puis, tu sais, force est de constater qu'on s'entorche royalement de quel bord que tu pousses, parce qu'au final, ça donne tout à peu près la même affaire. Puis après ça, tu sais, moi, j'ai comme pris la tangente, tu sais, un petit peu plus active avec, tu sais, des cours de neuro-reconditioning puis des affaires comme ça. Puis, tu sais, bon, on va analyser des mouvements, on va regarder comment tu bouges, puis on va le mettre dans le contexte, puis ci, puis ci, puis ça. Puis là, tu sais, tu grappilles un petit peu tout à gauche, à droite, puis là, tu sais, tu mets ça là-dedans. Puis moi, mes valeurs par rapport à ça, c'est quoi? Puis comment est-ce que je le conceptualise, tu sais, dans mon bureau, dans ma clinique avec mes patients, tu sais, mais après, de se dire, OK, je suis pas tout seul qui pense ça. Ça, moi, je trouve ça hot, là. Puis tu sais, il y a une étude là, qui a été publiée en 2024, puis la suite vient d'être publiée ce mois-ci. Le nom de l'étude, c'est une revue, la littérature qui s'appelle « A Modern Way to Teach and Practice Manual Therapy ». Bon, c'est un article de Carey et associés. Puis grosso modo, ce que lui nous dit là, comme message, là, c'est que, tu sais, classiquement, là, on avait beaucoup une approche là, qui était très centré sur le clinicien, de qu'est-ce qu'il ressent, une approche comme vraiment la biomécanique, là. Ben c'est ça, très patho-anatomique, très aussi après qui amène une technique spécifique. Fait que là, la littérature, ce qu'il nous dit, ben finalement, c'est peut-être pas si appuyé par la science, ce modèle-là. Donc, tu sais, c'est d'aller un peu vers plus la sécurité, le confort du patient, l'efficacité, puis aussi surtout la communication, le contexte et une approche centrée sur le patient. L'analogie que je fais avec ça, c'est souvent, je le fais maintenant quasiment en thérapie manuelle et exercice, dans le sens, la spécificité versus la globalité. Tu sais, on va toujours avoir un pourcentage faible, je pense, d'un outil spécifique d'un exercice ou thérapie manuelle dans des cas, mais ça ne sera jamais la majorité. Souvent, on va, un peu comme on parlait en muscu, de bénéficier d'un effet plus global. J'ai un peu de tendance maintenant à penser un peu de la même chose de la thérapie manuelle, surtout dans un contexte sportif, là, si on essaie de réévaluer l'ensemble du projet. Là, fait que ça ressemblerait à ça. En tout cas, je crois, selon cette littérature-là, évidemment. Là. Je l'aime, cette littérature-là. J'ai vraiment le goût de suivre ton cours, d'ailleurs. En tout cas. Hey, c'était une méchante belle parenthèse, ça. J'ai aucune espèce d'idée si ça intéressait les gens, mais je pense que ça peut quand même aider aussi à comme, tu sais, choisir son professionnel de la santé parce qu'on oui. Tu sais, nos patients peuvent devenir un peu
confus dans, justement, tu sais, est-ce que je dois aller voir un physio, est-ce que je dois aller voir un chiro, mon ostéo, un masso, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de confusion justement, dans quel professionnel aller voir quand. Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, mais va voir quelqu'un en qui tu as confiance, tu sais, au final, là, j'ai l'impression que le moyen de se rendre, tu sais, le means to an end, là, il est juste différent, mais la finalité est toujours la même. C'est que, tu sais, t'ailles mieux, puis que tu sois capable de bouger, puis de faire tes activités. Ben, Fait c'est que ça. ce soit par de la thérapie manuelle faite par un ostéo, de la thérapie manuelle faite par un physio, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir cette approche-là qui se veut comme plus globale plutôt que très spécifique, puis juste centrée sur le Ouais. glissement postérieur de ton talus gauche. Ben, exactement. C'est ce qui est très le modèle patho-anatomique associé à une C'est ça. technique spécifique. Puis ce que tu dis, c'est le fun. Tu sais, on a quand même le luxe d'être dans une société qu'on peut avoir ce choix-là. Puis un peu comme tu dis, Ici, je pense c'est qu'au ça, bout de la exact. ligne, c'est de. Là, on va rester dans le contexte sportif, mais c'est que ton intervenant, là, peu importe là, qu'il soit masso, physio, chiro, ostéo, c'est qu'il y ait ce souci de ton sport-là. Puis c'est ça que j'enseigne aussi beaucoup dans mon cours. En fait, ce qui est important, c'est pas tant de. Oui, la pathologie et tout ça, mais tu apprends ça ailleurs, mais grosso modo, le nouveau mindset, c'est je suis capable d'avoir une alliance thérapeutique avec mon client, puis d'avoir une approche centrée pour lui, puis ça passe par connaître son sport. C'est pour ça qu'il y a des études qui montrent que les athlètes qui sont traités par des thérapeutes qui font le même sport qu'eux, souvent ils ont une meilleure adhérence au traitement parce que justement, ils se sentent compris. Là, fait que ça fait partie de l'équation, là, tout ça. Là, fait que ça, puis après ça, la thérapie manuelle, ben, c'est comment les gens le vivent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils ressentent aussi à travers ça. Donc, c'est très au bout de la ligne personnel. Moi, personnellement, puis je fais un mea culpa à ma profession, mais je vais surtout, moi, voir en masso personnellement. Puis dans certains cas, plus en chiro. C'est rare que je consulte physio, ostéo, mais j'y vais de temps en temps pour des problèmes spécifiques. Mais mettons, la majorité de mes consultations personnelles comme athlète est en masso / chiro de temps en temps. Mais c'est parce que je sais quand je vais en chiro, je veux telle affaire, ça dure 2 secondes, puis je veux pas me faire raconter des mêmes histoires. Puis que, tu vois? Fait que là, ça, c'est un choix très personnel. Là, fait que c'est ça. Mais l'athlète, il faut qu'il arrive à ce choix-là, puis connaître son corps. Puis après ça, dire, ah ben là, OK, parfait. Fait que là, moi, comment ça fit dans ma périodisation d'entraînement? Est-ce que si je vais faire la thérapie manuelle avant un entraînement, c'est une bonne idée? Après un entraînement, c'est une bonne idée? Puis aussi, tout le concept, tu sais, souvent qu'on entend un thérapeute, ah, ben là, tu vas en thérapie manuelle, ben là, fais pas d'entraînement après, tu vas tout défaire ce que j'ai fait. Ben, tu sais, ça aussi, c'est un langage nocicepteur, là, tu sais, donc, fait que c'est aussi de rééduquer un peu les gens à travers ça, puis c'est à travers aussi leur expérience personnelle qu'ils vont y répondre. Mm-hmm. Full intéressant. J'aime crois. ça. J'aime beaucoup ça, en tout cas. Hey, François, gros merci encore. On a été encore partout et nulle part à la fois, mais moi, ce genre de discussion-là, ça me fait vraiment triper. Puis clairement, ça me mobilise. Là, aujourd'hui, là, j'ai eu. C'est ça. Ça vient me chercher, moi. Ouais, ben c'est le fun. On a parlé de zones d'entraînement, de tests fonctionnels, de thérapie manuelle, regarde. Puis on se refera là, un prise 3 sur justement là, cette fatigue-là au niveau du système nerveux, parce que je pense que c'est une affaire qu'on connaît pas, en fait. On le vit un peu. Puis nous, on est capable de mettre des mots dessus, mais d'après moi, la majorité des gens, non. Ouais. Fait que merci pour ton temps, merci pour tes connaissances encore, puis en espérant se retrouver bientôt. Puis si jamais ceux qui nous écoutent, vous avez des questions pour François, vous pouvez me les envoyer, je vais les accumuler, puis quand on en aura, ben on se refera un autre épisode de melting pot de plein d'affaires, puis on répondra aux questions des auditeurs. Je pense que ça pourrait quand même être cool, là. Excellent. Ben, un gros merci. Question pour François. Je pense qu'on va appeler ça de même, cet épisode-là. J'ai pas la réponse à tout. Je peux me tromper aussi, mais bon, je vais me répondre. Oui, mais tu sais, reste qu'avec comme la base de connaissances que tu as, même si c'est pas justement la vérité absolue, je pense que ça peut quand même être des bonnes pistes de réflexion. Puis après, moi, je pars du principe que chaque personne est maître de son histoire aussi, là. Oui. Fait que, tu sais, nous, comme professionnels, on peut donner des recommandations, on peut dire aux gens, tu devrais faire telle affaire, mais après, je veux dire, je te chicanerai pas parce que tu fais pas tes exercices, là. Exactement.
Moi, je ne suis qu'un outil dans le cursus d'évolution des gens que je rencontre, là, que ce soit comme athlète, comme coach ou comme physio, là, au final. Là. Fait que, Exact. après... Ben cool. Ouais, fait que François, merci beaucoup, mais merci beaucoup à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast Tout Trail. Ciao tout le monde!